Go. Attends, bonne chance. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à votre petit webinaire organisé par l'OSIM pendant cette période de confinement. L'OSIM a toujours réussi à être force de proposition par ses femmes et ses hommes via le bureau permanent, le bureau élu, sans oublier nos partenaires et nos experts autour. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes comme à l'accoutumée nombreux à participer autour des 300 personnes connectées. Et nous vous encourageons à poser vos questions au fil de l'eau afin que nos experts puissent vous y répondre. Et je remercie ceux qui l'ont déjà fait lors de l'inscription. Nous allons les partager avec nos 3 intervenants pour enrichir le débat. Alors, la thématique d'aujourd'hui qui s'intitule PCA 2.0, résultats du Covid-19 intéresse toutes les entreprises, spécialement tous les DSI. Nous avons tous subi le confinement et la distanciation sociale. Certains ont fermé boutique. D'autres ont été gravement impactés dans leur business, mais certains ont pu profiter de cette pandémie pour augmenter le business. À titre d'exemple, on parle des e-commerce et les entreprises technologiques plutôt basées en mode cloud avec du produit SaaS ou du vidéo streaming. Et l'après-Covid sera différent forcément. Nous avons vécu des ruptures dans la façon de faire des gouvernements, des entreprises publiques et privées. On a vu dans notre quotidien. Des verrous ont sauté, des paradigmes ont été levés, des plateformes et des solutions digitales rapidement mises en place pour permettre aux citoyens, aux clients et aux consommateurs de continuer à vivre sa vie depuis chez soi. Il y aura forcément des innovators, des early adopters qui vont profiter de la situation pour réinventer la façon de travailler. J'entends à distance entre autres, mais cela veut dire qu'il faut aussi repenser la manière de comment nous envisageons nos PCA. Et enfin, comment sécuriser tout ce nouveau dispositif hybride. Le résultat de l'analyse aura comme résultante le débat autour de la situation post-confinement et nouveaux enjeux à prévoir. Tout cela nous amène au livrable bien ficelé que les co-auteurs nous ont concocté brillamment et qui sont parmi nous aujourd'hui. Je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à le lire et le prendre en considération dans cette situation de crise et l'intégrer dans l'exercice d'études post-confinement. Alors, nos brillants intervenants vont apporter leurs analyses pertinentes sur le sujet et je commencerai par la présentation de nos 3 brillants experts. Donc, je commence par Didier Stella, qui est aujourd'hui dirigeant de Mirad Dinerid, expert en stratégie des entreprises en cybercriminalité, cofondateur de CMCS, Charente-Maritime Cybersécurité, dont la 2e édition en 2019 a réuni plus de 450 participants à La Rochelle, responsable aussi du bureau Closir Nouvelle-Aquitaine et ancien officier supérieur de l'armée de l'air, un passionné de la cybersécurité et aussi sur la question de comment positionner l'être humain en confrontant cela au dilemme liberté-sécurité. Didier, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Enchanté et très honoré de participer à ce webinaire. Alors ensuite, notre 2e intervenant, c'est Mohamed Amri, qui est directeur associé de l'Institut africain du numérique, docteur en informatique de l'Université de Clermont-Ferrand. Il est aussi expert en transformation digitale, en marketing digital et en système d'information. Il a aussi été DSI dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Et il a également enseigné à l'IUT et au CNAM de Clermont-Ferrand. C'est Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très ravi de participer à ce webinaire et je suis également ravi d'avoir participé à la rédaction de l'article que vous avez fait. C'est vrai que là, on vous entend un peu mal, mais on va faire avec à ce niveau-là. Et last but not least, c'est Mohamed Saad, donc qu'on connaît tous, notre cher président de l'OSIM, acteur très actif dans les technologies de l'information et un digital évangéliste. Donc, il est aussi directeur du pôle ressources de la bourse de Casablanca à titre de rappel. Et il a derrière lui une expérience considérable dans le secteur de l'industrie bancaire. Il est aussi membre fondateur de l'ISACA, président du club de la continuité d'activité marocain et membre de PMI.
Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à Si Mohamed. Bonjour. Bonjour Bicha. Bonjour aux participants, aux adhérents de l'OSIM et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi qui suivent les activités de l'OSIM. Très bien, on va commencer par Si Mohamed pour lancer le débat et nous éclairer sur le plan de continuité d'activité tel que nous le connaissons, ses avantages, ses limites, mais aussi, voilà, qu'est-ce que nous avons pu rencontrer comme difficulté lors de cette crise Covid-19, en parlant un petit peu des standards sur le marché. À toi la parole. Très bien, merci Hicham. Encore une fois, ravi d'être parmi vous et ravi d'avoir participé à cet article que j'ai coécrit avec Didier Spella et avec Sidi Mohamed Amri, où nous avons capitalisé sur ce que nous avons tous vécu ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, mais aussi tout ce qui est lié au télétravail, à la cybercriminalité qui a connu une croissance suite à l'utilisation accrue du télétravail. Alors, pour revenir à ta question, cher Hicham, ce qu'il faut savoir, c'est que la continuité d'activité est une préoccupation majeure. Alors, cela n'a rien à voir avec l'informatique. Ce n'est pas parce qu'on parle du plan de sécurité ou de secours informatique que le PCA a une connotation informatique. Le PCA traite de la survie de toute institution et la question a été posée avec acuité durant les 20 dernières années. Très précisément, depuis la chute des 2 tours jumelles du World Trade Center à New York, qu'il faut savoir, l'exemple que je donne toujours, un certain nombre d'institutions de la première tour avaient délocalisé les facilities au niveau de la 2e tour et vice-versa. Alors, je vous laisse deviner la suite. Quand il y a eu l'effondrement des 2 tours jumelles, c'est plusieurs business qui ont disparu. On peut aussi se rappeler de l'incendie qu'a eu le Crédit Lyonnais en 1996 de son data center et puis de plusieurs événements malheureux qui ont fait que certaines entreprises ont perdu leur patrimoine informationnel. Alors, pour revenir par exemple à 2010, les inondations, les intempéries à Casablanca ont coûté leur place à plusieurs DSI qui n'avaient pas anticipé les risques ou qui n'ont pas anticipé le fait de mettre leur data center au niveau du rez-de-chaussée ou du -1 ou du -2, que ça allait prendre de la flotte. Alors, de mémoire, plusieurs DSI qui étaient membres aussi de l'OSIM ont été éjectés en 2010. Alors, très rapidement, je vais juste lever on va dire un doute ou peut-être une misunderstanding quand on parle du PCA, du plan de continuité d'activité, et quand on parle du système de management de la continuité d'activité. Ce sont 2 choses différentes. Le PCA n'est qu'une composante du SMCA, le Business Continuity Management System, le BCMS. Le PCA a connu son temps de gloire dans les années 2000, où on avait tous appelé des cabinets de consulting pour les mandater, pour qu'ils viennent nous conseiller pour élaborer un joli document, PowerPoint, un snapshot à un moment donné, à un instant T. Et entre-temps, plus tard, l'entreprise évolue par ses hommes et ses femmes, par les compétences, par les activités, par les produits, par les services, par l'infrastructure IT, par l'infrastructure tout court. Et du coup, le PCA qu'on avait élaboré il y a 1 an, il y a 4 ans, il y a 10 ans, s'en retrouve rapidement dépassé. Alors, le jour où on veut dégainer avec ce PCA, on se trouve que les cartouches sont périmées, outdated. Et cela provoque une frustration au niveau du management, mais aussi au niveau de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et c'est pour cela que, on va dire ingénieusement, ISO est venu innover avec la famille ISO 22301, qui prend plus un système de management de la continuité d'activité qui doit être composé d'une politique SMCA élaborée par le top management, portée par le top management, à l'instar du système de management de la qualité 9001, à l'instar du système de management de la sécurité de l'information SMSI 27001. Cette politique elle doit être communiquée, placardée, connue de tout le monde
et donc porté par le top management. Alors, autre composante, une démarche de management des risques connue, challengée, faisant partie aussi du corpus documentaire de l'entreprise. Désormais, cette politique, elle doit traiter le risque pandémique dans les années à venir, qui s'avérera être un risque élevé avec un impact extrêmement élevé. Et donc, c'est ce qui va changer dans le PCA 2.0 qu'on en parle. Dans le PCA 2.0, la démarche de management des risques verra en fait un risque intégrer la cartographie des risques de toute institution qui est le risque de la pandémie. Alors, autre pilier du SMTA, c'est un document qui retrace les rôles et responsabilités, les matrices RACI, qui fait quoi? Donc, une liste en ligne des activités et en colonne de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et donc, on va comme ça donc remplir les cases au milieu de la matrice par des responsabilités RACI. Alors, un autre document qui doit élaborer aussi l'organisation de la continuité d'activité, qui est responsable de quoi? La nomination d'un responsable de la continuité d'activité, un RPTA, mais aussi d'un plan de communication. Alors, le plan de communication, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une exigence majeure du système de management de la continuité d'activité. Cela ne sert à rien d'avoir de jolis documents dans des tiroirs. Il faut les faire savoir au personnel. Il faut les faire valider par les parties prenantes, entre autres le top management, premier concerné par la continuité d'activité. Il faut communiquer avant sinistre. Il faut communiquer avant incident. Il faut communiquer pendant les tests du PCA. Il faut communiquer pendant les tests de crise, il faut communiquer lors du déclenchement d'un incident, il faut communiquer avec les autorités, avec les clients, avec le personnel. Il faut communiquer la démarche du retour à la normale. Aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation du déconfinement et donc on doit communiquer avec le personnel, avec toutes les parties prenantes. Les messages doivent être balisés au maximum, prévus, validés. Ceux qui vont dégainer sont déjà connus. Ceux qui doivent donner le go de la communication doivent aussi être connus. Le fonctionnement du SMTA, donc j'arrive à un élément extrêmement important, last but not least, dans toute cette démarche de SMTA, la procédure de management de la continuité d'activité doit faire vivre le SMTA. Alors, la tare du PCA dont je parlais au début, qui est qu'il s'en retrouvera que votre PCA est outdated. Là, on va mettre en place une procédure de management de la continuité d'activité, c'est-à-dire que comment faire vivre votre SMTA au même titre que l'évolution de votre entreprise. Alors, on va faire un plan d'audit triennal de ces SMTA, on va former des auditeurs internes, on doit faire une revue de direction, on va avoir des indicateurs d'efficacité et de performance du SMTA. Donc, voilà un peu la différence entre un PCA et un SMTA. Les limites du PCA 1.0, alors aujourd'hui, on parle du SMTA plutôt que du PCA. Ensuite, le PCA vient de connaître avec le Covid-19 un scénario jamais vécu, avec un risque systémique qui a paralysé toutes les chaînes de production. Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons tous des Service Level Agreements, des contrats de niveau de service avec nos fournisseurs, qui, eux, se sont engagés à intervenir dans les 4 ou dans les 6 heures. Alors, puis aujourd'hui, de votre fournisseur, il va se retrouver devant la moitié de ses fournisseurs qui sont en attente de service. Est-ce qu'il a, lui, les moyens humains, matériels, infrastructures, pour qu'il puisse servir la moitié de ses clients, peut-être tous ses clients. Donc là, on se retrouve dans un risque systémique qui impacte vos fournisseurs. Et vous, de votre côté, vous avez mis en place les SLA, ils sont conformes SMTA 22301-2, mais vos fournisseurs vont se retrouver en défaillance de service. L'axe d'analyse du Business Continuity Operations changera dans l'avenir pour inclure ce risque et capitaliser sur les limitations du PCA. Alors, le BCO, Business Continuity Operations, a besoin de ressources financières, personnel non occupé à plein temps, par exemple, personnel qui est en TDI, qu'il faudrait aussi payer, aussi dégainer avec de la consommation de congés ou pas, impact sur le climat social. Donc, vous remarquez que ce plan de continuité d'activité dont on parle est en train de dépasser son périmètre business.
il est en train de toucher le social, il est en train de toucher la résiliation financière. D'où le PCA 2.0 qui doit tenir compte de toutes ces limitations, mais surtout qui doit inclure, donc comme je le disais, le risque pandémie qui est à mettre en place. Et donc, un PCA 2.0 va naître post-Covid et donc va challenger ISO 22301, va nous challenger à nous tous et donc traitera de tous ces problèmes-là et donc on capitalisera sur la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, donc je laisse nos intervenants aussi intervenir. Je te cède la parole, Hicham. Très bien, merci Mohamed. En fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, donc, tu as parlé un petit peu des événements comme celui du 11 septembre et de la perte du patrimoine informationnel, les inondations à Casablanca qui ont fait vraiment beaucoup de ravages à ce niveau-là. Tu as aussi parlé de la différence entre les PCA et les ITMCA et l'importance des standards pour maintenir les PCA au sein des entreprises et avoir une politique claire qui le drive. Donc, tu as aussi parlé de l'importance d'un plan de communication pour pouvoir accompagner la crise et d'un porteur au sein de l'entreprise et aussi d'un PCA 2.0 en fait qui va pouvoir traiter ce nouveau risque de pandémie sur lequel il n'a pas été traité auparavant. Alors, je fais la transition avec C. Mohamed Amri. Donc, C. Mohamed, est-ce que j'aimerais en fait que tu nous parles un petit peu du télétravail et l'engouement de cette pratique. On voit que c'est une solution qui s'est imposée naturellement au sein des entreprises pour continuer à travailler et produire et surtout à éviter le pire. Oui, tout à fait. En fait, comme il a dit, c'est ça. En fait, avec le PCA, donc le travail, c'est une solution finalement qui s'est imposée naturellement au sein des entreprises pour éviter le pire, comme vous l'avez dit, et continuer en fait les activités pendant cette crise. Mais là, beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui que le travail ne sera plus comme avant en fait, et que aussi le télétravail ne sera pas de la même façon telle qu'elle a été vécue pendant cette période de confinement et après. Donc, faut-il revenir finalement à une situation normale, élaborer une politique finalement de télétravail. Je voudrais aborder cette question de télétravail sur 5 axes. D'abord, 5 axes qui concernent l'informatique, l'axe qui concerne l'organisation juridique, l'environnement et la partie RH. C'est vrai que les directions des systèmes d'information et les RSSI ont été particulièrement évidemment sollicitées pour cette crise et en particulier donc pour mettre en place le travail. Finalement, c'était un travail subi. Donc, et ils ont mis en place évidemment dans l'urgence des accès VPN, des déploiements assez massifs évidemment de portables. Pour VPN, je rappelle, en fait, c'est comme une extension des réseaux de l'entreprise, mais sécurisée. Et puis les entreprises, ils étaient dans l'obligation, évidemment, d'accompagner leurs collaborateurs et leurs managers pour déployer ce travail dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, en fait, le travail a reposé sur trois principes. C'est la sélection, en fait, certains managers ou certains potentiellement étaient concernés par ça, on les accompagne et puis il y a évidemment pour définir aussi bien les objectifs dans l'évaluation. Mais avec le Covid-19, il y a un déploiement assez massif évidemment de travail. Toutes les entreprises n'étaient pas nécessairement préparées. Alors sur le plan évidemment le télétravail a un impact aussi bien sur les collaborateurs, oui, aussi bien aussi sur les managers. Les managers, donc, on ne va plus manager, évidemment, comme on le faisait avant. Donc, c'est un management, évidemment, qui est transversal, où il y avait où on va chercher, évidemment, à impliquer le collaborateur, à développer l'esprit d'autonomie et à obtenir une cohésion d'équipe. Donc, il y a deux types d'entreprises, si vous voulez. Il y a des entreprises qui avaient déjà, évidemment, investi dans cette partie de management, c'est aussi bien des managers, évidemment, que des collaborateurs. Ces entreprises n'ont pas eu trop de difficultés pour déployer le télétravail. Par contre, toutes celles, évidemment, qui n'ont pas investi dans ce domaine, le déploiement était un peu plus complexe.
Et concernant les collaborateurs, le télétravail, évidemment, c'est évidemment des peurs, des inquiétudes, ce qui est normal, en fait, vu la situation actuelle. C'est évidemment des priorités, parce que les personnes n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler de cette manière, et évidemment, d'organisation. Pour la je vais le dire, donc, changer évidemment de posture pour en fait, répondre aux besoins, aux attentes, aux interrogations des équipes. Préserver donc l'activité à distance, évidemment, et garder le juste lieu en fait à distance pour assurer le suivi des travaux des collaborateurs. Donc, ce qu'il faut, après les retours d'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a un certain nombre d'axes, évidemment, sur lesquels il faut travailler pour adresser tous les risques d'ordre juridique et social, en fait, parce que, évidemment, l'organisation de l'activité, il y a un risque, je vais le dire, au niveau des collaborateurs. Et le challenge, évidemment, pour les entreprises, c'est s'assurer, évidemment, de la continuité des activités, en particulier dans les collaborateurs, mettre en place dans l'urgence, évidemment, une charte de travail pour les entreprises qui ont pu le mettre en place et mettre en place un monitoring, évidemment, social pour assurer le suivi. Mais pour communiquer, évidemment, avec les collaborateurs, ça c'est basé, en fait, basé sur 5 principes. En fait. Il y a un principe, évidemment, de continuité. Mais il a dit, c'est ça, c'est continuité d'activité de l'entreprise et continuité, évidemment, d'activité des services qui sont assurés aux clients. Un principe aussi de diligence, parce qu'il faut continuer, évidemment, le travail comme avant, si c'est possible, évidemment. Et puis, il faut développer un esprit de proactivité ou développer une certaine autonomie, évidemment, des collaborateurs pour qu'ils remontent les difficultés qu'ils ont déjà, pour qu'ils remontent les problèmes qu'ils rencontrent. Il y a un autre principe aussi qui est très important pour la mettre en place de télétravail, c'est la confiance. Donc, c'est très important, évidemment, de faire confiance à ces collaborateurs pour instaurer, évidemment, un climat social de travail. Et il faut évidemment une certaine, comme je vous l'ai expliqué, une certaine disponibilité des managers pour répondre aux besoins, aux attentes, aux interrogations de clients. Il faut communiquer évidemment d'une manière agile parce que vous savez, il y a beaucoup de données qui changent, il y a beaucoup d'informations qu'on ignore aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a eu un certain nombre d'expériences qui concernent ça, qui viennent de résumer à travers ce que je viens de dire. Impeccable. Merci Mohamed. C'est vrai que la voix n'était pas très claire, était un peu hachée, mais bon, je pense que pour résumer, par rapport au télétravail, donc il y avait le poids des infrastructures IT qui étant un prérequis qui s'impose de soi. Donc il y a aussi la gestion et la cohésion des équipes. On peut parler du management 2.0. D'adresser aussi les risques juridiques et sociaux, mais aussi économiques, pour accompagner, on va dire, les collaborateurs à mettre en place un dispositif complet pour le télétravail. Et je pense qu'à la fin, vous avez aussi parlé de la discipline pour on va dire, s'approprier ce nouveau mode de travail. Merci, Oui. Merci c'est Mohamed. Alors, avant de passer à Didier, il y a une petite annonce aussi pour le sondage qui va s'afficher avec des questions sur Webex pour pouvoir en fait sortir avec des tendances sur les sujets. Vous allez le voir en fait s'afficher chez voilà, c'est fait, qui est affiché sur les différents sujets débattus dans la thématique. Bien évidemment, on partagera en fait les résultats de ce sondage. Donc, restez connectés avec nous sur LinkedIn. Le sondage restera actif pendant 15 minutes à compter de maintenant. Ensuite, donc là, on va afficher une première illustration préparée par notre fidèle caricaturiste Zakaria Digna, que je remercie au passage. Et je demanderai un retour rapide de nos experts par rapport à cette première illustration, en quelques mots. Je vais me jeter dans l'eau, Hicham. Ce
Alors d'abord, merci Zakaria, merci pour ton innovation, sens d'innovation. Moi, je regarde Covid-19 sous forme de soleil. Je veux dire que c'est beaucoup de chaleur, on aura chaud dans le sens propre et dans le sens figuré. On aura chaud par rapport à nos PCA, notre continuité d'activité, on aura chaud aussi si jamais on chope cette cochonnerie. The show must go on, oui, effectivement, parce que bon, on n'a pas droit à l'erreur, ça doit continuer, le business doit continuer, et cela ne sert à rien d'avoir une pile de documents PowerPoint, comme je l'ai dit, PCA, juste à côté pour dégainer. Le PCA doit faire partie des procédures du quotidien. Les gens sont formés, communiqués, optimisés, challengés par des audits. Donc voilà, certains DSI ont été seuls dans leur île tout au début du confinement. J'en connais quelques-uns qui ont passé des nuits blanches pour permettre à leur business de continuer. On leur rend hommage à partir de cette tribune. Merci pour ces défis. Je cède la parole à nos intervenants pour commenter. Il y a une deuxième intervention, une dernière, en quelques mots. Oui, moi je veux bien commenter ce schéma, ce dessin que je trouve très humoristique et qui, quand on voit la taille du PCA et la personne qui voit un cours, on a l'impression plutôt que maintenant que j'ai mon PCA, plus rien ne peut m'arriver. Et c'est, je dirais, comme on dit souvent en France, c'est un petit peu un cotère sur une jambe de bois, c'est-à-dire méfions-nous d'une documentation trop volumineuse et pas obligatoirement le résultat d'une bonne reprise d'activité. Je rejoins là-dessus mon ami Mohamed Saad sur l'analyse qu'il a faite des PCA 1.0. C'est bien ça qui a dirigé un petit peu notre réflexion. C'est pas parce qu'on va fournir 100, 200, 600 pages de PCA qu'on sera plus efficace. Voilà. C'est ce côté opérationnel qui n'apparaît pas, je dirais, sur ce schéma. Donc un bon PCA ne veut pas dire que tout va continuer au mieux. Et une fausse tranquillité avec quelqu'un au soleil qui voit un coup de frais et qui regarde autre chose en fait, parce qu'après on voit le blablabla et c'est super sympa. Voilà. Ouais. C'est vrai que, comme on dit, sous le soleil des tropiques, là on est sous le soleil du Covid-19. Oui. C'est vrai qu'avec toute la certification du PCA, même avec une certification PCA, on peut attraper un coup de soleil. Donc c'est quand même assez bien illustré. Merci Zakaria. Alors Didier, Spella, la sécurité, est un mythe ou une réalité? Comment réinventer notre façon de voir ce grand chapitre sous le prisme du Covid-19? Alors moi je pense pour répondre à cette question, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on parle de cybersécurité. Moi dès le départ quand j'ai pris un peu ces problématiques, j'ai trouvé qu'on était confronté à un problème fondamental, parce que en fait, la cybersécurité, on a deux thèmes. On a le cybermonde, et pour ça, je dirais, l'intérêt et pourquoi on a développé le cybermonde par rapport au système informatique, c'est de créer un monde qui est plus tourné vers l'utilisateur, amener des nouveaux produits avec tous ces outils connectés qui, normalement, doivent nous donner un maximum d'autonomie. Et donc, à côté de ça, on a après une série d'experts qui est apparue, qui a dit, non, cette autonomie, maintenant, il faut mettre de la sécurité. Et le problème de la sécurité, c'est qu'il faut être réaliste. Moi, j'ai fait beaucoup de sécurité alors qu'elle soit cyber, qu'elle soit militaire. Comme vous l'avez rappelé, je suis un ancien militaire. Et puis, j'ai fait aussi de la sécurité nucléaire. Et quand même, la sécurité au sens large, c'est bien pour atteindre ses objectifs. Bien, globalement, on a souvent recours à la restriction de liberté. Et c'est pour ça qu'on peut parler un peu de mythe, parce qu'en fait, on se retrouve en permanence sur une opposition. D'un côté, et si vous pouvez, ça serait de mettre j'avais prévu quelques transparents, mais c'est bien je veux dire, on se retrouve un peu sur du jeu du tir à la corde, où il faut trouver un point d'équilibre entre liberté et sécurité. Et là, on voit bien avec le Covid-19, que ça soit en France, et je pense que c'est ça aussi qui nous a amené avec les deux Mohamed à rédiger cet article, c'est qu'on voit bien que d'un côté, il faut laisser un certain niveau de liberté et d'autonomie aux gens, mais comme on veut faire de la sécurité, on restreint ce niveau de liberté. Et la cybersécurité est vraiment à la croisée de cette problématique. Voilà. Alors, il faut bien comprendre aussi que la cybersécurité, et c'est là où il y a un élément important pour les entreprises, et qui va nous amener un commentaire sur le premier dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas considérer la cybersécurité comme un critère comme un coût, mais plutôt comme un critère de différenciation économique. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, avec ce qui s'est passé
le Covid, qui nous a plongé là aussi dans une crise. C'est pour ça qu'il faut parler de PCA 2.0, parce que jusqu'à présent, et Mohamed Saad l'a très bien décrit, on était toujours sur un système dégradé, et pas un système de crise. Un système dégradé, c'est que moi, et même si on a eu le problème des Twin Towers, les Twin Towers ont été détruites, mais je veux dire, tout le reste de l'industrie informatique a pu aider les entreprises qui étaient dans les Twin Towers à repartir. Moi, j'étais concerné à l'époque parce que, étant chez IBM, je suis aussi IBMer, donc IBM avait fourni des postes de travail gratuitement, on avait fourni plus de 4000 PC pour justement permettre aux entreprises des Twin Towers de repartir. Et là est apparu déjà un premier problème lié au PCA 1.0, c'est que c'est pas parce qu'on va remettre une infrastructure informatique que les entreprises ont pu repartir. En fait, elles avaient perdu tout leur système informationnel, et au-delà de leur système international, parce qu'elles l'équilibraient entre les deux tours, mais elles avaient perdu aussi leur cadre. Et donc là aussi, on l'oublie trop souvent dans le PCA, et Mohamed, tu l'as très bien rappelé, c'est que le SMCA va prendre en compte aussi l'organisation. Quel personnel je vais mettre en place, et si ce personnel a un problème, on le voit bien avec le Covid-19, si ce personnel a un problème, est-ce que j'ai des solutions, globalement des solutions proches? Alors, ce qui est curieux, je ne sais pas si c'est un fait exprès ou une malédiction, mais j'ai eu, il y a moins de 24 heures, une crise. Et une vraie crise parce que j'ai eu une inondation chez moi, dans la pièce la plus importante de ma maison. Je voulais faire un focus là-dessus. C'est la pièce où j'ai à la fois la centrale électrique, la centrale d'eau, tous les appareils électroménagers, etc. Et cette pièce a été inondée. Et en plus, bien sûr, comme toutes les crises, ça s'est fait à 2 heures du matin. Donc, il a fallu que je réagisse. Et ça m'a permis de dire, tiens, c'est vrai, quand on a une crise, quels sont les éléments de réaction qu'on peut mettre en place très vite? Déjà, moi, j'ai fait un petit plan là rapide, et je voudrais vous le partager avec vous, c'est que je pense déjà quand on a une crise, et ça peut servir pour toutes les crises, parce que là aussi, il faut arriver à modéliser ces problèmes. C'est déjà de couper les flux. Et là, ça nous amène aussi, quand on a, et on le voit bien avec le Covid-19 ou avec les crises cyber, ce qu'il faut dans un premier temps, déjà, c'est couper les flux, c'est-à-dire empêcher globalement les transmissions. Après, la deuxième chose que j'ai faite, et donc je vous dis tout ça à 2 heures du matin avec mon épouse à peine réveillée, bien sûr, eh bien, on a limité l'inondation à la pièce pour éviter que ça vienne inonder tout le restant de la maison. Et c'est bien ce qu'on fait là aussi avec le confinement. Et donc, en cas de crise, je pense que là aussi, et on ne le fait pas toujours dans les PCA, c'est de dire je dois être capable, et donc il faut prévoir ça bien sûr à l'avance, d'isoler les parties qui ont été contaminées. Et ça, c'est super important. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé, on a enlevé les objets qui n'étaient pas contaminés dans le secteur inondé, et puis après, on a commencé à éponger. On a décontaminé. Et je pense que bien souvent, les PCA, on passe de suite à la phase 4. C'est-à-dire qu'on est déjà en mode de reconstruction et on n'a pas pensé à isoler, on n'a pas pensé à faire tout ça. Et c'est là aussi où on voit la différence entre les PCA 1.0 où on va être plus sur une approche de mode dégradé, c'est-à-dire j'ai toujours accès à mes prestataires, j'ai toujours accès à des ressources humaines, etc. Mais là, on le voit bien avec le Covid-19, c'est que le prestataire, il va se retrouver avec tout le monde à mettre en place, mais lui-même est en crise. C'est-à-dire qu'il va commencer par s'occuper de lui. Et puis après, il va s'occuper des autres. Et est-ce qu'il aura le personnel? Donc on voit bien la limite de nos PCA. Alors, il faut bien considérer aussi que la cybersécurité, et là de façon assez simple, il faut comprendre qu'elle repose sur 3 piliers. D'abord, et c'est là où bien souvent on a tendance à ne pas aller assez loin dans l'approche, c'est qu'il faut définir un risque acceptable. Comment je peux continuer mon activité, bien sûr. Il faut définir aussi une chose très importante, c'est le coût acceptable. Et puis le troisième élément qu'on oublie le plus souvent, c'est que cette protection doit être acceptable, c'est-à-dire partagée par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et ça, on ne le fait pas souvent. Et c'est pour ça, et ça rejoint un petit peu ce que disaient, je dirais simplement mes 2 amis Mohamed, c'est que en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer au niveau des entreprises, et pour ça, je participe à beaucoup de webinaires, c'est en fait, il faut arriver à développer une conscience collective. Alors, quand je parle de conscience collective, c'est que les gens comprennent un petit peu qu'eux-mêmes sont des porteurs de risques, et on le voit bien dans le Covid-19, mais aussi c'est par des gestes barrières, et on a le même principe en cybersécurité qui vont nous permettre de réduire les risques pour l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est toute une nouvelle démarche à mettre en place. C'est-à-dire pas se contenter de dire je vais attendre de recevoir des ordres pour exécuter, il faut bien que je sois conscient que moi-même sois porteur du risque. Voilà. Alors, il est clair que bien sûr, le PCA, là aussi, comme toujours, va me permettre de réduire les effets d'une crise.
Donc, il est obligatoire, mais s'il est mal fait, il peut aggraver cette crise. C'est pour ça que, là aussi, hein, ce PCA, et Mohamed Saad l'a très bien dit, hein, il concerne toutes les activités de l'entreprise et tous ses modes de fonctionnement. Et le télétravail en fait partie. Hein, parce que le télétravail, et c'est là aussi, c'est une particularité de cette activité, c'est que le télétravail est à la fois un mode de fonctionnement nominal, mais aussi c'est un mode de fonctionnement dans le cadre du PCA. Et là, on voit bien les entreprises qui ont du mal à se positionner là-dessus, avec tous les problèmes aussi qu'on aura liés à ce télétravail, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient déjà des personnels prévus en télétravail, ben, ça s'est bien passé. Mais quand on a mis de manière forcée un petit peu le reste de ses collaborateurs en télétravail, et puis on a ouvert des brèches énormes en sécurité, surtout dans le cas cyber, et où il faut être très vigilant. Et là, moi, je travaille beaucoup avec la police et l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. On craint, je veux dire, comme une réplique d'un tremblement de terre, ce déconfinement. Parce que les gens qui ont travaillé chez eux, et qui ont, entre guillemets, mal travaillé chez eux, parce que là, on pourrait développer tous ces problèmes de lier les usages professionnels avec les usages personnels, on va ramener, je veux dire, tout ça à l'entreprise. Et comme on est pressé, on va reconnecter sous ces systèmes vite fait à l'entreprise. Et là, on va avoir de vrais problèmes. Voilà ce que j'avais à dire pour compléter. Donc, il faut repenser nos systèmes complètement. Il faut que les gens soient conscients qu'eux-mêmes sont porteurs de crise, que les PCA qu'on a fait jusqu'à présent étaient un petit peu limités, et c'est bien que l'ISO se soit penché. Je pense que nous aussi, il faut qu'on contribue à améliorer ces PCA, de façon à ce que le PCA ne soit pas, je dirais, une arme létale, en fait. Hein. C'est-à-dire, globalement, j'ai l'impression d'être... Et en fait, ça peut devenir, je veux dire, une possibilité de crise complémentaire à mon entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais amener comme éclairage complémentaire aux deux premières interventions. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup Didier. Par rapport à cet éclairage sur la cybersécurité liée en fait au Covid-19, effectivement, en fait, pour résumer, même en réglant en fait les problématiques des infrastructures, en fait, on n'est pas totalement règle pas totalement en fait la perte du système informationnel. Et après, tu as évoqué en fait un exemple concret réel d'inondation. C'est en fait un fait réel parce que on commence par des réflexes et les réflexes, c'est de pouvoir en fait mener un certain nombre d'actions rapides pour gérer la crise et après pour revenir très rapidement à une situation normale. Ceci dit, ça reste des réflexes, mais le fait d'avoir un PCA ou un système de management dans ce sens nous permet effectivement de pouvoir mieux gérer et prévenir à l'avance. On fait pas forcément attention à la sécurité aussi, comme tu as évoqué, pour connecter les collaborateurs à distance, alors que les risques sont différents quand on les connecte et surtout pas l'outil de la même façon. Hein? Très bien, impeccable. Alors, moi j'aimerais qu'on parle aussi du confinement et du déconfinement. On parle de la prolongation du confinement au Maroc et on a démarré aussi un début de déconfinement dans certains pays, notamment la France. Comment se préparer à un déconfinement en toute sécurité? Quelles sont les étapes et les mesures à prendre en considération? Il y avait aussi une question d'un participant qui disait quelles sont les dispositions PCA en phase du déconfinement progressif? Mohamed Amri. Oui, merci. En fait, c'est vrai que certains nombre de pays, notamment en Chine, un certain nombre d'expériences de Chine et en Europe. Et ce qu'on constate aujourd'hui, évidemment, et je pense que ça, c'est une priorité, évidemment, vraiment indispensable, c'est de mettre en place un protocole sanitaire. Aujourd'hui, pour assurer évidemment la sécurité de ses collaborateurs. C'est vrai que on vous entend tout. Allez-y. Oui, donc aussi bien la sécurité, en fait, je disais, des collaborateurs que la sécurité des clients. Et les premières expériences aussi, c'est qu'il y a une transformation des comportements des consommateurs et des utilisateurs en général et une digitalisation assez rapide des chaînes de logistique et de distribution. Et généralement, les entreprises ont le déconfinement, en fait, ils ont en place en fait un plan d'action
constituer essentiellement trois étapes. D'abord, en interne, faire un débriefing. Les collaborateurs, quand ils reviennent, évidemment, rassembler les membres de l'équipe, évidemment, aussi bien ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en télétravail, hein, parce que le télétravail n'est pas nécessairement adapté à toutes les activités. Recueillir, évidemment, quels sont leurs besoins, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Aussi, recueillir des informations concernant les clients, l'attitude des clients, les commentaires, évidemment, des clients. Puis par la suite, évidemment, il faut replanifier, en fait, dans un esprit, évidemment, dans une vision prospective sur les nouvelles stratégies à mettre en place. Et ça va concerner, évidemment, la communication et le marketing, évidemment, ça a déjà commencé, la vente, le développement et le service client en général. Et sur ça, en fait, il faut évidemment mettre en place une grille d'analyse qui va tenir compte aussi bien de capacité de production, l'impact évidemment sur les clients, l'impact sur les fournisseurs. Donc en réalité, en fait, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait les entreprises et la recommandation générale, c'est qu'il faut en fait switcher, en fait, basculer en fait tous les points pratiquement en fait digitaliser toute la partie relation client, tous les points de contact avec les clients, que l'activité évidemment s'y prête. Je m'explique, c'est-à-dire que généralement en fait quand on étudie un parcours, je crois que la semaine dernière il y avait un excellent webinaire évidemment dans le cadre organisé par le ZIM qui a traité l'intelligence collective. Et il faudra évidemment se baser là-dessus, sur l'intelligence collective, sur le data thinking, pour digitaliser tous les points de contact avec les clients. En fait, je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le comportement des clients il a déjà changé évidemment avec les réseaux sociaux, avec le moteur de recherche, mais maintenant en fait il y a un problème évidemment de distanciation qui est beaucoup plus important en fait aujourd'hui. Donc on est dans une période de modèle certitude et l'entreprise doit d'abord réfléchir à cette stratégie. Très bien. C'est Mohamed, un complément sur ce point, c'est Mohamed Saad. Oui, Jean, comme tu le sais, moi je suis un adepte de la bonne démarche méthodologique. Je te reprends une réflexion d'Arthur Miller qui disait « Certains sentent la pluie à l'avance, d'autres se contentent d'être mouillés ». Donc pour arriver à cette histoire de déconfinement, je voudrais parler un tout petit peu de ce qu'on appelle la gestion de crise et le comité de crise, qui est une instance de gouvernance au sein de l'entreprise qui doit exister, régi par des procédures et des politiques internes. Ce comité de crise doit être formé des principales entités, on va dire le comité de direction, en plus du responsable de la continuité d'activité et du risk manager. Alors, je reviens à ce RPTA, responsable de continuité d'activité, qui est la cheville ouvrière de l'animation des travaux de ce comité de crise. Alors, c'est un comité de crise qui se réunit au minimum 2 fois par an. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est ce comité de crise qui va préparer aussi bien le télétravail qu'il doit donner son go pour le télétravail, il doit donner son go pour l'invocation de la continuité d'activité, et c'est lui qui sera une force de proposition pour préparer un bon déconfinement. Alors, le comité de crise se réunit minimum 2 fois par an. Je vous parle d'un retour d'expérience au sein de la Bourse de Casablanca. Depuis le 2 mars, nous avons organisé quelque chose comme 5 comités de crise. Notre RPCA, vous le connaissez, Sehi Arobat, que je salue à partir de cette tribune-là, qui a fait un travail titanesque pour préparer les comités de crise, les scénarios de simulation. Donc déjà, depuis le 2 mars, nous avons simulé un certain nombre de situations de Covid-19, du cas le plus banal jusqu'au cas le plus critique. Dernièrement, nous sommes en train de préparer le déconfinement et donc nous avons fait aussi un benchmark sur un certain nombre de nations qui nous ont devancé dans la date de déconfinement. Donc ce benchmark, il est aussi publié au niveau de l'article que nous avons coécrit. Au sein de la bourse, nous avons aussi fait une classification de notre personnel du P1 jusqu'au P3. Donc le P3, c'est les personnes qui vont emprunter
de transport en commun, qui souffrent de soucis de santé. Donc, ce sont les personnes qui vont rallier les troupes en dernier lieu. Les P1, ce sont les personnes qui seront là on va dire, le 11 juin prochain, Inch'Allah. Alors, on a mis en place aussi un plan d'action que nous avons réalisé. Ce plan de déconfinement a été audité, il a été challengé. Nous sommes en cours de correction et de mise en place des actions correctives. Alors, avec notre casquette OSIM, nous avons aussi publié un certain nombre de documents, apporté notre capitalisation à un certain nombre de comptes. Je tiens à saluer aussi LMPS, qui sont un partenaire qui est venu offrir ses services de SOC à des PME, moyennant 0 dirham. Donc, ils vont apporter aussi leur expertise. Et donc, comme tu vois, c'est une méthodologie qui doit être conduite de la plus haute instance dans une entreprise. Et donc, il va mettre en place le plan d'action adéquat pour préparer de la meilleure manière le déconfinement. Voilà ce que j'ai à dire sur la préparation au déconfinement. Très bien, parfait. Alors, en ce qui concerne les enjeux, les nouveaux enjeux ressortis de cette crise, est-ce qu'on voit clairement qu'il y a des améliorations apportées sur certaines crises et risques non étudiés, notamment la pandémie là, que nous vivons actuellement. Vous avez parlé de modélisation de ces crises pour mieux les traiter dans votre paper. Pouvez-vous nous en dire plus, Didier? Ça a ramené à une crise essentielle et vitale parce qu'elle touche bien sûr à nos vies propres, hein, les crises sanitaires. Et il est clair qu'une crise cyber, on voit bien, peut amener aussi un impact fort sur notre vie quotidienne, pour ne pas dire même la suppression de notre vie, parce que par le biais du phishing, hein, on vous prend votre identité et globalement, vous pouvez ne plus exister. Donc il faut bien comprendre que là aussi, une crise cyber, il faut la traiter un petit peu comme on va traiter cette crise sanitaire. Hein. Il y a beaucoup de points communs. D'ailleurs, comme j'aime bien beaucoup écrire, j'ai coécrit là aussi toute une série d'articles sur les éléments communs qu'on a entre cette crise sanitaire et les crises cyber. Et donc, pour poursuivre un petit peu sur ce problème de déconfinement, il est clair qu'il faudra envisager le déconfinement des cyber-infrastructures de la même manière que on travaille dans un laboratoire de virologie. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'identifier les postes. À partir du moment où on a identifié les postes, c'est d'être capable de les classifier en fonction de leur niveau, je veux dire, de risque virologique qu'ils peuvent avoir. Soit qu'on est capable de reconfigurer totalement les postes, et là on pourra les brancher sans aucun dommage sur le réseau local, mais si on ne peut que les tester, etc., il faudra à ce moment-là prévoir dans nos réseaux d'accueil différents niveaux de protection. Et on peut parler moi je parle de 3 niveaux, hein, un intranet, un extranet et même Internet. Et en fonction du niveau de confiance qu'on a sur ces postes, il faudra les brancher à ces niveaux-là. Une chose qu'on oublie souvent et qui est quand même la pierre angulaire de la sécurité de nos systèmes d'information, ce sont les sauvegardes. Même si ça paraît très banal, eh bien là aussi il faudra, et ça rejoint le problème du management de cette crise, c'est s'assurer que les gens qui vont revenir du télétravail, et bien assurer les sauvegardes et bien sûr s'assurer que ces sauvegardes ne seront pas polluées. Voilà. Donc on retrouve quand même beaucoup de similitudes avec du déconfinement sanitaire et il faut vraiment travailler là-dessus, c'est-à-dire prendre vraiment très au sérieux ces crises. Hein, ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu au tout début, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des systèmes détériorés, dégradés, on est dans des systèmes de crise et ces crises seront systémiques parce que je pense que la solution du confinement, la solution du télétravail vont devenir maintenant des solutions pour la gestion de crise. Chose qu'on n'osait pas faire avant. Mais là, ça a été tellement improbable, ça a été tellement mal géré au départ parce que les dirigeants n'étaient pas du tout au fait de ça. Hein, on voit bien, et il n'y a pas de jugement de valeur sur les politiques au sens large. On voit bien que le politique, l'être humain n'avait pas prévu ce genre de crise. Voilà. Ces problèmes d'instantanéité, ce problème de diffusion non maîtrisée, tous ces problèmes-là, on le retrouve exactement dans les problèmes cyber. Et donc, il faut se préparer au même niveau. Et c'est vrai que le confinement, globalement, en termes de cybersécurité, est une solution efficace. Donc, c'est
c'est là aussi au niveau du PCA 2.0, il faut envisager des actions, ce que l'on n'envisageait pas jusqu'à présent. Voilà. Très bien, très bien. C'est Mohamed Amri, est-ce que tu es aligné par rapport à ce que Didier vient de commenter? Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que oui, c'est-à-dire, Alors, on t'entend plus? est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, c'est très bien. D'accord, très bien. En fait, ce que je voulais te dire, en fait, il faut reprendre, en fait, pour moi, en fait, il faut, je reviens sur la partie télétravail, en fait, la partie expérience, je dirais, collaborateur. Donc, au début, évidemment, on a connecté les personnes avec les moyens que nous avons. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà, reprendre ça, reprendre évidemment son PCA, reprendre sensibiliser le collaborateur sur l'importance, Didier vient de dire, sur la sécurité, revoir en fait toute la chaîne d'approvisionnement en général, la dépendance vis-à-vis d'entreprises externes, pratiquement en fait sur un plan beaucoup plus stratégique, la chaîne de valeur, l'impact avec la distribution, les fournisseurs, en amont, en aval, etc. Tous ces aspects n'ont pas été pris nécessairement dans les PCA. Ouais. Donc, on vous entend un peu mal. Très bien, je pense que le message est passé. Ouais, je pense que le message est passé. On vous a plus entendu depuis quelques secondes. En tout cas, on va y revenir sur des questions-réponses tout à l'heure. Vous concluez dans l'article que la menace 19 est importante. La situation n'est pas du tout facile à gérer. Et d'instaurer une écoute active des collaborateurs, des clients et des consommateurs, en sorte de l'intelligence collective afin d'élaborer une feuille de route adaptée. Si Mohamed Saad, tu penses aussi que la facture à payer sera chère économiquement parlant, et ceux qui sont déjà en cellule de crise, en adoptant un mode agile, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Et aussi une autre question, c'est quoi le futur du télétravail? Merci Hicham pour cette question pertinente. C'est vrai que le user-centric et le citizen-centric et le client-centric n'est pas uniquement pour faire du business et faire du chiffre, mais aussi pour traiter de ce genre de problématiques liées à la survie de l'entreprise. L'utilisateur interne ou la ressource humaine interne, aujourd'hui, certes, je parle de notre environnement que je maîtrise assez bien. On n'a jamais été très en force sur le télétravail. Pourquoi? Parce que, voilà, donc on ne change pas une équipe ou une méthode qui gagne, parce que les utilisateurs, ils sont obligés de pointer, ils sont obligés d'être là de 8h à 16h, etc., etc. Mais je crois que nous avons expérimenté quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous sommes revenus à certaines valeurs, où on a vu que nos utilisateurs internes et nos collègues travaillent plus. Il y a une confiance qui s'est instaurée, qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, que le top management est aussi là pour apporter un soutien psychologique. Le cas de la Bourse Casablanca, par exemple, qui fait payer les services d'un psychologue pour apporter aussi un bien-être à ses collègues, aux collègues de la bourse. Donc, un télétravail, on va dire, qui va s'accentuer dans les années à venir. Nous ne sommes pas obligés d'être tous au bureau, dès lors que les gens ils peuvent réaliser. Et donc, cela, on va le construire aussi bien en interne qu'avec nos clients. Donc, mon client qui doit appeler le fixe pour rejoindre X ou Y, bah, il peut rejoindre X ou Y chez lui. Et donc, le X ou Y peut être aussi productif et attentif et à l'écoute du client. S'il est chez lui ou au bureau, cela ne change rien. Donc, forcément, notre culture du comment est-ce qu'on voit le travail va changer. Nos habitudes vont changer. Les outils de télétravail aujourd'hui ou de teaming vont aussi améliorer le rendement plutôt que de me taper 3000 km pour me rendre de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique pour une petite réunion d'une demi-journée ou d'une journée. Je pourrais la faire à partir de chez moi ou à partir de mon bureau et gagner le jet lag, gagner les 6 ou 7 heures délai de route en avion ou autre.
Donc, forcément, ça va amener une meilleure façon de voir le travail et de voir les choses. Bon, bien évidemment, comme le Didier à juste valeur, comme le disait à juste valeur Didier, mais aussi Mohamed Amri, derrière tout ça, il faut mettre en place les bonnes manières, les bonnes mesures pour contrer la cybercriminalité, mettre en place les meilleures techniques aussi pour mettre en confiance nos clients, nos utilisateurs. Le télétravail, oui, mais avec une plus de confiance et aussi de bonnes pratiques techniques pour voilà. Donc envelopper tout ça, je veux dire envelopper tout ça dans un climat de confiance et de sécurité. Très bien. Alors, on va enchaîner sur une deuxième illustration, toujours concoctée par notre caricaturiste Zakaria Digna. Le temps qui s'affiche, voilà, et je vais vous laisser le temps de lire rapidement et de me donner en quelques mots votre feedback. Mohamed Amri pourra commenter tout à l'heure, on a commenté Didier et moi-même, donc s'il a une bonne bande de passante, mais aussi un message clair. Et Mohamed, à toi la parole. En fait, moi je vois bien en fait que c'est vrai que. Aïe, ça coupe encore. Bon, le plan de continuité peut-être de Didier et de moi-même va être invoqué. Ce que je vois là, c'est que voilà, un comité de crise qui est dans sa bulle, ce n'est pas une bonne chose. Et plusieurs plans de continuité qui sont en train d'être déployés dans ce petit groupe comité de 3 personnes, ce qui n'est pas bien. De l'autre côté, vous avez plein de personnes, peut-être qui ne savent pas ce que ce comité de crise est en train de concocter, ce qui n'est pas une bonne chose. Et je reviens à mon chapitre communication. Un comité de crise doit bien communiquer sur ce qu'il fait, sur ses travaux et impliquer aussi tout le monde. Didier ou Mohamed peuvent compléter. Oui, moi je rejoins on peut dire les deux Mohamed en faisant le backup de notre pauvre Mohamed qui a des problèmes de communication. C'est vrai que c'est les fameuses boules à neige, donc très statiques, c'est très décoratif, c'est très joli, voilà. Mais globalement, c'est le regard étonné un petit peu des yeux qui regardent ça. Quelle est l'efficacité de tout ça? Et là, c'est ce qui ressort un petit peu de ces boules, quoi. Voilà, il faut surtout pas travailler en boule à neige, mais plutôt déjà casser le boule parce qu'il va falloir communiquer auprès des utilisateurs. Et les utilisateurs, c'est à la fois les utilisateurs internes, mais les utilisateurs externes, hein, donc les clients, pour avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Ouais, très bien. En tout cas, en fait, oui, effectivement, prendre des solutions rapides pendant cette situation, c'est pas vraiment ce que nous attendons. Là, par exemple, dans cet exemple, appeler les collaborateurs à gagner les bureaux juste après le déconfinement n'est pas non plus la solution, on va dire en majuscule, mais de pouvoir aussi profiter de cette situation et avoir cette opportunité de rajouter de nouveaux modes de fonctionnement. Tout à fait. Ben, impeccable. En tout cas, merci à nos 3 experts pour toutes les explications et en fait pour un petit peu démystifier et nous expliquer le document qui a été coécrit par vous. Donc là, on passera en fait à une série de questions et je remercie les participants qui ont posé beaucoup de questions. J'essaie en fait de filtrer au fur et à mesure. Alors, je commencerai par la première. Donc, une question très intéressante. Sommes-nous en crise sanitaire ou économique et quel est le modèle de communication adapté à cette crise? Je donnerai peut-être cette question à Si Mohamed. Sad. Oui, merci Hicham, merci pour la question, merci pour le participant qui a posé cette question pertinente. En fait, nous sommes en train de vivre les deux crises. Hein. C'est une crise sanitaire et donc la conséquence est une crise économique, financière, on va dire. Alors, c'est ce qu'on a vu, on va dire, en 1929, c'était une crise purement financière des marchés des capitaux. On en a vu une autre en 1997 des pays et des économies émergentes sud-est asiatiques. On en a connu d'autres, celles de 2008, des subprimes, mais c'était
essentiellement des crises financières dont les instruments financiers étaient défaillants et donc ça a créé les crises que nous avons connues. Celle que nous vivons aujourd'hui est une crise sanitaire parce que ça touche à la santé des personnes, mais donc là, une conséquence extrêmement importante a été cette crise économique et financière pour la simple raison qu'on a été obligé de paralyser toute la machine économique. Donc on revient à tout ce que disait Keynes, à tout ce que disait Schumpeter, et donc Schumpeter à juste titre disait que dans sa thèse de la destruction créatrice, ce qui est sûr aujourd'hui et demain, c'est que nous allons vivre une création d'un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle d'innovation qui se base sur la destruction de quelque chose. Donc quand on parle du télétravail, le télétravail viendra tuer le travail dans les offices. Quand on parle d'un modèle de développement qui mettra la santé en premier lieu et en première priorité, ça va aussi nous amener à changer les priorités que nous avons tous dans nos modèles économiques. Donc, Schumpeter, à juste titre, destruction créatrice, c'est ce qu'on va voir dans les années à venir avec l'innovation, nouveaux modèles de développement, de nouveaux outils, de nouveaux métiers, et donc qui viendront remplacer ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, tu as parfaitement raison. Crise sanitaire nous a amené à aujourd'hui vivre une crise économique, financière, de tout le tissu économique mondial, de toutes les premières puissances, mais aussi des pays émergents, etc., etc. Et le modèle de développement, ce sont les modèles innovants qui viendront mettre l'humain au centre des préoccupations. Et donc, cela est aussi, voilà, donc ça pourrait être l'objet, le sujet d'un autre webinaire qui traitera du lendemain du post-Covid et de ce que l'humain devra préparer pour son prochain. Ouais, effectivement. Alors, en fait, il y a énormément de questions. Je vais essayer en fait de donner une question à chaque fois au fil de l'eau, comme ça, on arrivera, on va dire, à répondre à un maximum de questions des participants, parce que c'est vrai que c'est un peu, on est un peu frustré quand on pose la question, on n'a pas la réponse. Donc, je vais vous demander d'être bref, mais aussi de répondre à la question le plus pragmatique possible. Merci par avance. Alors, la deuxième question, c'est d'un autre participant. Peut-on respecter la confidentialité dans ces temps de crise ou seulement se focaliser sur la continuité d'activité via des outils tierces avec tous les risques qu'ils présentent? Alors, je pose cette question à Didier et je reviendrai à ce moment-là. Alors oui, bien sûr qu'il faut respecter la confidentialité. Sinon c'est le principe un petit peu que j'ai émis dès le départ. C'est la sécurité ne doit pas se faire au détriment de la liberté. Et c'est bien toute la problématique. Et il faut vraiment, et je rejoins l'intervention de mes deux amis là, c'est vraiment, on voit bien, il faut remettre le citoyen au sens large au centre de nos préoccupations et l'amener par le biais de la conscience collective à ce qu'il soit capable d'assumer un certain niveau de risque et qu'on soit capable de l'entourer de tout un environnement à la fois technique mais aussi organisationnel qui lui permet de gérer au mieux ses risques, mais qui lui assure sa liberté. Voilà. La sécurité ne doit pas se faire au détriment de la liberté. Oui, effectivement. Véritable enjeu sociétal, de société et sur tous les continents. Et on le voit bien, ce qui se passe à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Très bien. Alors, une autre question, cette fois-ci sur le télétravail, c'est Mohamed Amri. Donc, la question, c'est faut-il revenir à un état normal physique et élaborer des politiques de télétravail ou faut-il profiter de la situation actuelle et l'acter comme une nouvelle façon de travailler, voire un avantage concurrentiel pour attirer les talents? Je pense, tout à fait. En fait, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, les entreprises ont été obligées, évidemment, dans l'urgence de déployer le télétravail, avec certaines carences parfois au niveau de sécurité. Maintenant, il faut capitaliser, je pense, sur cette expérience pour aller, évidemment, au-delà et vraiment, comme il a dit ça tout à l'heure, aller vers l'amélioration en télétravail et sensibiliser, évidemment, les collaborateurs sur tous les aspects de sécurité avec un vrai plan, évidemment,
de formation, aussi bien pour le manager, pour les collaborateurs, pour télétravailler, dans les règles de l'art. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, le travail de demain ne sera pas le travail d'hier, et la même chose pour le télétravail, celui qui a été exercé pendant cette période de confinement, à mon avis, ne sera pas pareil que le travail après le déconfinement. Très bien. Alors, je reviens vers toi, c'est Mohamed Saad. Donc, sur une autre question, sur les indicateurs, en fait. Donc, il y a un participant qui parle, quels sont les indicateurs qui permettront d'évaluer l'efficacité du PCA? C'est très simple, comme je le disais, la différence entre un système de management de la continuité d'activité et un PCA, c'est qu'au niveau du SNCA, vous êtes obligé d'avoir des indicateurs, des métriques qui vont vous permettre d'évaluer l'efficacité, on va dire par masse, hein, on va pas descendre à un niveau d'efficacité de réalisation par individu, mais par masse, par processus. Le SNCA traite les process métiers, les process support et tout ce qui concourt dans la réalisation des activités d'une entreprise. On reviendra pour chaque processus pour voir est-ce que ce processus-là a pu livrer ses outputs tel qu'il a été documenté au niveau de notre corpus documentaire et en combien de temps. Je dis n'importe quoi. Je prends un processus de fabrication. Nous sommes en pleine invocation de notre continuité d'activité. Ben, je vais voir est-ce que cette fabrication, ce processus de fabrication, est-ce qu'il a réalisé dans de meilleures conditions les quantités, on va dire une moyenne de quantité fabriquée par heure ou par jour, lors des heures de travail ou dans une situation normale versus une situation où on a été dans un mode dégradé ou dans un mode de crise. Donc, les indicateurs sont liés à chaque processus et sont aussi liés à ce que nous appelons communément les recovery time objectives. Donc, pour ce processus de fabrication, il était question à ce qu'il livre après une interruption de service de 2 heures, ben on va mesurer est-ce qu'on a pu livrer après les 2 heures ou après 3 heures, après 4 heures. C'est là où on saura est-ce que notre PCA dans l'ensemble, est-ce qu'il a été efficace ou pas. Alors, je profite de l'occasion pour dire pour tous ceux qui ont posé leurs questions, qui n'ont pas pu avoir de réponse pour de temps, ou pour ceux qui veulent avoir plus de clarification, de nous pinguer sur les différents mails ODIM ou que me pinguer personnellement sur LinkedIn, je leur apporterai d'autres clarifications, peut-être même documentaires s'il le faut. Très bien, merci. Alors, Didier, j'ai une autre question de Shakib Amer. Donc, lorsqu'on parle du déconfinement, est-ce qu'on est plus sur du PCA ou du PRA? Micro, s'il te plaît, Didier. Pardon? Oui, bon. C'est bon? Le bon? Ah, pardon. Oui, bah, bien sûr, on est à la fois sur un plan de continuité business, mais sur un plan de reprise d'activité informatique. Les deux sont liés parce qu'on ne peut pas exercer son activité sans ces outils informatiques. Donc, on va avoir dans le cadre de ce déconfinement, on va avoir les deux aspects à prendre en compte. Il est clair que le télétravail, je dirais, moi, je le résume à 3 axes, en fait, hein, pour que ça soit efficace et donc on passe en confinement ou en déconfinement. Il faut une infrastructure dédiée, ce qu'on n'a pas toujours eu en cas de confinement, et donc il faudra remettre cette infrastructure dédiée. Il faut des processus dédiés, parce que là aussi, et on le voit bien, et mes 2 amis l'ont bien développé, chacun dans leur partie. On voit bien qu'on ne pourra pas travailler comme on travaillait jusqu'à présent. Et puis, il faut aussi, et c'est pour ça que l'on parle à la fois de PCA et de PRA, c'est que le collaborateur acquiert cette conscience collective. Si le collaborateur n'adhère pas à ces nouveaux process, à cette nouvelle organisation, etc., ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que l'enjeu qu'on découvre avec cette crise est un enjeu sociétal très important. Et c'est ça qui doit guider nos réflexions. On ne peut pas se contenter de mettre en place que des solutions techniques. Donc, on ne peut pas se contenter de faire qu'un PCA en disant, on retrouve un peu la caricature avec cette boule à neige
qui représentait bien la problématique, hein, où j'ai listé 300, 400 processus, mais je ne sais pas s'ils marchent bien. Il faut après que les collaborateurs se l'acquièrent. Et pour ça, il n'y a qu'une façon de faire. C'est régulièrement dans l'entreprise, il faut déclencher ces PCA, il faut déclencher ces PRA et voir si ça marche grâce aux indicateurs qu'on mettra avec le SMCA. Voilà, c'est un tout, c'est une globalité. Il ne faut plus séparer les choses. Je pense qu'on est arrivé dans un système où la crise, par rapport au mode détérioré, c'est un ensemble complexe. Il faut traiter l'intégralité de cette complexité. Sinon ça ne marche pas. Oui, effectivement. Alors, c'est Mohamed Amiri. J'ai deux questions qui vont dans le même sens, dans la même thématique, sur la légalisation du télétravail. Donc, la première question, en fait, elle porte sur pourquoi le télétravail n'est pas légalisé jusqu'à maintenant. Donc, on parle de l'infrastructure des administrations publiques. Est-ce qu'elles permettent ce mode de travail, sans parler de la mentalité RH qui se résume au nombre d'heures de présence physique, et de démystifier cette problématique-là. Comment seront gérés les accidents de travail dans ce mode? Et la même question qui va dans le même sens posée par Mohamed Amil Yousfi, y a-t-il des bases légales pour le télétravail au Maroc? Ils vont dans le même sens. En fait, ce que j'ai vu qu'on fait mes recherches, et le ministère du Travail qui a sorti un guide pour le télétravail. Mais aujourd'hui, en fait, vous savez, le Code du travail au Maroc, il date, je crois, 2003-2004, et il n'a pas privé nécessairement le télétravail tel qu'il est déployé aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Évidemment, moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que cette question va être traitée par les juristes, en particulier dans le privé. Alors, le public, a priori, ils sont en train de travailler sur un projet de loi donc pour légaliser, pour définir, je dirais, un cadre légal pour le télétravail, cette partie-là. Voilà, en fait, que pour la partie de légalisation. Maintenant, les entreprises dans l'urgence ont soit signé donc un contrat avec le collaborateur, ou ils ont défini une charte globale pour pluraliser le travail dans l'urgence. Mais évidemment, à chaque fois, quand une entreprise fait un avenant au contrat à titre individuel, surtout si c'est à titre collectif, il faut évidemment informer l'inspection du travail. Voilà. Oui. Alors, c'est Mohamed Saad, une autre question sur alors, je reprends. La presse de Mohamed Amin aussi, la pression économique induite par cette crise ne poussera-t-elle pas les acteurs à rapidement oublier les leçons apprises au profit d'un retour rapide à la croissance? Je pense que c'est aussi une question pertinente dans ce sens. C'est Mohamed, si tu peux apporter des éclairages. Question aussi pertinente, tout comme toutes celles qui ont été posées, et cela dénote du niveau de nos participants. C'est vrai que on va avoir tendance à peut-être courir vers la croissance et peut-être vers le renouement avec le développement, et peut-être qu'on oubliera ce que nous avons vécu sur ces 2 ou 3 mois. Alors, charge à, on va dire, les chevilles ouvrières, aussi bien ceux qui sont en charge de la continuité d'activité que des risk managers, que les gens de l'audit, de la gouvernance, de la conformité, de la continuité, pour nous rappeler que je crois que tant que l'homme ne respecte pas la faune et la flore, et qu'on continue à aller chercher des chauves-souris et des êtres vivants à consommer sans aucune on va dire réalité culinaire derrière, on va courir à notre perte. Et aujourd'hui, on est passé, on va dire, en rasoir sur ce qu'on aurait pu vivre d'une manière extrêmement dramatique. Quand on écoutait hier le chef du gouvernement marocain, ou peut-être quand on écoute le président français ou le président américain, là, on n'a vraiment pas été loin du désastre.
Et je crois que ce désastre restera dans nos mémoires. Hein. 2020 est marqué d'une pierre blanche comme étant une expérience jamais vécue. Je crois que 99% de la population mondiale aujourd'hui n'a jamais vécu un tel désastre. Et croyez-moi, enfin, je parle de moi-même et de l'institution que je représente, que ce soit l'OSIM, que ce soit la Bourse Casablanca. Cet épisode ne passera pas inaperçu. Il sera inscrit dans nos gènes, dans nos pratiques quotidiennes, dans nos procédures, dans nos leçons apprises, dans notre cartographie des risques, dans notre continuité d'activité, dans notre sécurité SI, dans la protection de l'humain en lui-même. Hein. C'est beaucoup plus important que tout ce que je viens d'énumérer. Dans la protection de l'humain, des gens qui souffrent de maladies chroniques, si jamais ils chopent la cochonnerie, ça va être le end story pour eux. Des seniors, nous avons tous des oncles, des tantes, des grands-mères qui aujourd'hui vivent avec, on va dire, ce risque sous la gorge. Et donc, croyez-moi que l'humanité tout entière ne laissera pas passer inaperçu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc oui, renouement avec la croissance, oui, c'est pour que l'entreprise elle doit survivre, mais l'humain doit survivre et l'entreprise doit continuer à performer en tenant compte de ce genre de risque. Très bien, merci c'est Mohamed pour ce retour. J'enchaîne effectivement sur l'aspect humain qui est un élément, un facteur clé dans cette crise. Donc, il y a un commentaire de Rachid Barbi qui parle si le PCA a pour but de garantir la survie de l'entreprise en cas de sinistre, cette crise Covid-19 nous complique la vie en ajoutant un autre enjeu, c'est la survie de l'homme, effectivement. Donc, il y a un enjeu social à ce niveau-là et donc il en va de la vie, comme tu l'as si bien dit, Mohamed. Ce qui nous pousse à adopter le télétravail. Donc ça, c'est un commentaire de Rachid. Dans le même registre, Saïd Ben Sator, peut-on parler de continuité d'activité alors qu'il n'y a plus d'activité ou être dépendant des PCA des autres dans le cas du B2B, je suppose. Didier, si tu peux répondre par rapport à ce point. On voit bien, je vais peut-être me répéter, mais on voit bien là que cette crise, et je rejoins Mohamed Saad sur ce qu'il vient de dire, on a vraiment une crise sociétale qui touche tout le monde, et en plus qui présente, si l'on peut dire, l'avantage par rapport aux autres crises, parce que c'est pas la première crise qu'on subit. On a déjà eu des crises, notamment les crises climatiques, mais on voyait pas le danger. On voyait pas le danger parce que la vie des gens nous intéressait pas. Et puis on avait quand même toujours cette dichotomie nord-sud, hein, pays riche, pays pauvre. Voilà, il y a pas de jugement de valeur dans mes propos, mais on voyait bien cette dichotomie, sachant qu'en plus bien souvent la crise climatique touchait plus les pays du sud que les pays du nord. Bon, là tout le monde est impacté. Nos politiques ne savent pas répondre, hein, au sens large. Hein, Mohamed a cité les propos du président français, donc je les reprends, et c'est vrai, nos politiques et au niveau du PCA, il est clair qu'il faut envisager d'autres systèmes de PCA, mais en fait d'autres systèmes de gouvernance. Je crois que là on a vu la limite de tous nos systèmes. Pourquoi? Parce que là aussi je pense que j'aime bien travailler sur ce thème-là. On est arrivé au niveau du numérique à un certain niveau de plafond de verre, où on amène toujours des solutions techniques, et ces solutions techniques ne sont pas des solutions de progrès, mais c'est des solutions qui améliorent le confort. Et je pense que cette crise nous ramène aux choses essentielles, c'est-à-dire il faut qu'on progresse, mais peut-être au détriment de certains conforts qu'on croit avoir, parce qu'en fait on a créé des besoins. Et revenir aux choses essentielles. Donc on aura de la croissance, on aura les PCA qui vont nous aider à continuer nos activités, parce que là aussi, sans PCA, on ne saura jamais reprendre, même pour les entreprises qui ont besoin d'autres PCA. Mais il faut une approche plus globale, plus citoyenne, dans le bon sens du terme. Et c'est comme ça c'est ça qui va changer dans nos habitudes. Voilà. Le télétravail est une composante. Tout le monde ne passera pas en télétravail, parce qu'on va pas construire des maisons ou des routes en télétravail. Mais on va identifier maintenant des postes qui nécessitent le télétravail. Mais là aussi, le télétravail devrait être encadré. Et on voit bien, Mohamed l'a souligné, et on a le même problème en France. Hein, d'ailleurs, on s'attend, nous, à une crise sociétale à la sortie du déconfinement. Pourquoi? Parce que
des salariés ont été mis, des collaborateurs ont été mis en télétravail sans que ça soit prévu dans leur contrat de travail. Donc il y a toute une série d'indemnités financières qu'il va falloir prévoir parce que les gens, là aussi, de façon très pragmatique, n'ont pas reçu leur note d'électricité, leur note de fournisseur d'accès, etc. Quand ils vont voir que la note d'électricité a augmenté de 30%, que les notes d'accès ont augmenté de 30-40%, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner contre l'entreprise en disant c'est pas à nous de payer ça. Voilà. Exactement. Donc on va modifier ces choses-là, on va progresser. Moi je pense que je partage ce que disait Mohamed. On va progresser, mais ça va être du vrai progrès. Je pense que depuis quelques années, c'était pas du progrès. On améliorait les fonctionnements, on crée des besoins et on crée une illusion de confort. Voilà. Et là, cette crise nous a ramené aux choses essentielles. On pourrait s'inspirer de la pyramide de Maslow. Hein. C'est quoi aussi les problèmes vitaux hein, au niveau des individus et revenir un peu dans les couches basses de cette pyramide. Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Je pense qu'on a essayé en tout cas de pouvoir toucher un petit peu toutes les thématiques et tous les sujets qui ont été abordés par les participants. On est désolé pour ceux auxquels on n'a pas répondu précisément, mais voilà, donc on a un temps à respecter, on est déjà un petit peu au-delà de ce temps-là. Je vais peut-être faire le tour des intervenants par rapport, avec un mot de conclusion. Une conclusion brève par rapport à comment vous voyez les choses à très court terme, un passage au déconfinement et voire d'ici la fin de l'année peut-être à très court terme. Commençons par si Mohamed Amri. Oui, moi, pour rejoindre ce que disent dire mes camarades, évidemment, la priorité, c'est la priorité sanitaire. Je pense aussi bien dans cette période de confinement qu'après, la priorité sanitaire est très importante. Et les entreprises, ils ne peuvent pas commencer ce qu'ils appellent avec un lieu moral, mais avec une new entreprise, new client, new organisation, pour mettre en place, évidemment, pour commencer un protocole sanitaire qui assure la sécurité aussi bien des clients. Les entreprises, tout de suite après, d'ailleurs, en France et dans le vécu chez nous, c'est que les entreprises, tout de suite après, les administrations sont obligées de revisiter, de revoir les installations. On t'entend très mal, pardon. Voilà. Oui. Voilà. Donc, voilà, en fait, moi, la crise qu'on vit actuellement, ça a transformé les comportements des consommateurs et des utilisateurs. Et aujourd'hui, les entreprises, non seulement on va aller vers le travail, ça c'est sûr, les entreprises qui vont investir dans leur capital humain, ils vont réussir le télétravail, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi aller vers la digitalisation en fait, de la relation client, de tous les points de contact avant la vente, pendant la vente, après la vente. Soit l'entreprise va construire des produits et des services adaptés, et aussi construire avec ses clients, avec ses partenaires d'écosystème. Très bien. Merci, Mohamed Amri. Mohamed Saad, un mot de clôture. Alors, je vais terminer sur une citation qui dit « À tout être humain ont été concédées deux qualités. » Alors, premièrement, le pouvoir. Deuxièmement, le temps. Alors, le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes confrontés à une problématique inédite que nous n'avons jamais vécue. Parce que nous allons nous adapter, nous allons planifier, prévoir, analyser, concevoir, optimiser, améliorer, pour que demain, on sera à même de confronter ce genre de problématiques. Alors, je disais, le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin. Le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. Et donc là, chacun de nous a sorti le meilleur en lui par le sacrifice, par la confiance, par la solidarité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Je parle de mon environnement, au sein de la Bourse de Casablanca, de l'OSIM, de ma ville, de ma famille. Nous sommes en train de sortir un niveau de solidarité qui n'a jamais été testé auparavant. Donc voilà, je termine sur cette belle citation et je remercie les participants, les intervenants. Je vous dis Laylat Qadr Mubaraka ou Eid Mubarak Msoud. Merci.
Merci beaucoup. Didier, un mot de fin peut-être Alors, moi, je pense qu'on est arrivé à une rupture. Et cette rupture nous est proposée par, et je vous ramènerai à ce que disait Parker Follett, hein, c'est une personne, c'est une femme hein, qui a vécu au même moment que Taylor, mais on n'a pas suivi, c'était une experte en management, elle n'a pas suivi ses recommandations. Elle était vraiment sur la gestion de crise, c'est-à-dire qu'on soit capable de gérer le chaos. Et je crois que ce Covid nous met en exergue que la période du taylorisme s'arrête, c'est-à-dire tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait construit en pensant que c'était inamovible, hein, inaltérable et en train de s'émietter complètement. Et il faut aller plus sur cette piste. Alors en plus, ça présente l'avantage, je dirais que c'est une piste féministe, hein, qui est il faut que nos dirigeants, il faut que nous-mêmes, on soit capables de gérer le chaos, parce qu'on est en plein chaos. Et il faut avoir une autre approche. Et je rejoins là-dessus mes deux amis Mohamed. Il faut voilà, parler de solidarité, remettre l'individu au centre de nos préoccupations, développer, et cela faudra revoir aussi parce qu'il y a un impact fort sur nos enseignements, comment développer la conscience collective. Hein, conscience collective, ça veut pas dire tout passer. C'est vraiment que les gens, voilà, puissent travailler dans ce mode de chaos. Donc ça va. On peut quand même remercier et trouver des côtés positifs à cette crise parce que ça nous a permis de travailler, je dirais, autour de l'axe méditerranéen. Hein, je suis très content et très fier d'avoir participé à la rédaction de l'ouvrage commun qu'on a fait avec mes deux amis. Et puis, je pense que c'est que le début. Il faut qu'on continue comme ça, échanger entre nos deux continents. Hein. L'Europe et l'Afrique ont beaucoup de liens historiques, culturels. Et je crois que on doit aussi être capable d'amener des réponses et des solutions à nos politiques qui n'ont pas toujours la maîtrise de tout ceci. Voilà. Et puis un grand merci aux participants qui nous ont suivis, qui nous ont un peu suivis. J'espère qu'on leur a amené un éclairage positif à toutes leurs préoccupations. Voilà. Merci beaucoup Didier par rapport à ce mot de fin. Alors pour conclure, donc un résumé rapide. Donc on a vu avec nos experts une nouvelle façon de traiter le PCA. Et le chemin vers un PCA 2.0 en débattant autour de la cybersécurité, du télétravail, du post-confinement, des nouveaux enjeux. Un vrai sujet pour réellement éviter les résistances au changement afin de rendre le monde meilleur et plus humain. Alors, j'aimerais remercier tous les intervenants. Merci beaucoup pour votre brillante intervention et par rapport à tous les éclairages que vous avez apportés, notamment sur les questions qui ont été posées par les participants. Je remercie aussi la régie, Nihal, Amir. Je remercie Zakaria Dinia, notre caricaturiste. Je nomme Didier Spella, Mohamed Amri, c'est Mohamed Saad. Et surtout, restez connectés sur LinkedIn, sur notre page. On diffusera un lien YouTube sur la vidéo avec une vidéo intégrale. Que vous pouvez regarder à tête reposée ou partager par la suite. Et aussi, on vous partagera les résultats du sondage et pourquoi pas continuer le débat au-delà du webinaire. L'ODIM est là pour ça. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire autour de la communication de crise et de reprise. Donc, ce sera la semaine prochaine, le jeudi 28 à 18h, sur les antennes de l'ODIM et stay tuned. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, Hicham, et merci pour ta brillantissime modération de ce webinaire. Oui, merci, Hicham. C'était très bien. Puis la régie aussi, parce que c'est un bel exploit technique quand même. Hein. On est à combien de kilomètres? À quelques milliers quand même. Donc, on arrive à faire des choses intéressantes. C'est ça qui est effectivement. La technologie nous rapproche. C'est très bien ça. Voilà. Et on l'utilise bien et on l'utilise mieux. Je pense que c'est ça qu'un. Bravo à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.